Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats avec un thème, l'archéologie en Palestine, l'autre guerre sainte. Les fouilles israéliennes sont-elles une arme au service de la colonisation? Avec nous pour en parler, Marius Shatner en direct de Jérusalem. Bonsoir, merci d'être avec nous, journaliste franco-israélien. Vous êtes l'auteur avec l'historienne Frédéric Chilot du livre Sous tes pierres Jérusalem aux éditions Plomb. 700 pages, c'est une monumentale histoire de l'archéologie en Terre Sainte. Avec nous également Slimane Zeguidour, éditorialiste TV5 Monde. Avant de vous donner la parole, voyons comment Israël veut prendre le contrôle de sites archéologiques en Cisjordanie occupée. Une loi examinée à la Knesset, le Parlement israélien, prévoit de transférer des sites archéologiques au ministère israélien du patrimoine, ce qui ouvrirait la voie à leur annexion de fait, de facto. Sur le terrain, les expropriations et les parcs bibliques redessinent déjà la carte de Jérusalem-Est à Sébastia, le site antique de Sébastia, où se sont rendus pour nous Anne-Fleur Lespiot et Charlie Dolm. Voici leur reportage. À Sébastia, ces vestiges antiques sont les derniers témoins de près de 3000 ans d'histoire. C'est dans ce village palestinien au nord de la Cisjordanie occupée que les premiers monarques du royaume d'Israël ont établi leur capitale au Xe siècle avant notre ère, sous le nom de Samarie. Un patrimoine convoité dont le contrôle est aujourd'hui disputé entre l'autorité palestinienne et l'État hébreu. Ici, c'est l'allée des colonnes, qui sont des vestiges romains. C'est l'un des sites les plus importants de la ville. Fin 2025, les autorités israéliennes ont annoncé leur intention de s'emparer de ces vestiges au nom de leur préservation et de leur développement. Un argument qui ne convainc pas le maire de Sébastia. Pour lui, il s'agit avant tout d'une stratégie de confiscation des terres héritées par les Palestiniens depuis des générations. Voilà ce que font ceux qui prétendent protéger notre patrimoine. Israël cherche à nous confisquer le cœur historique de Sébastia, qui a une histoire millénaire. Ça nous arrache le cœur. À Sébastia, le trésor archéologique au milieu duquel les habitants ont grandi s'est mué en malédiction. Aujourd'hui, plusieurs habitations sont menacées d'expropriation, dont celle de Mahmoud Ghazal, construite au-dessus de son magasin de souvenirs. C'est ici que nous avons grandi et maintenant, nous ne pouvons même plus y venir. C'est injuste. La décision israélienne menace tout l'équilibre économique de la région. Ici, les Palestiniens vivaient principalement du tourisme, à l'arrêt depuis le début de la guerre en 2023, et de la culture des oliviers. Soubi Yasmine pourrait perdre ces 2 parcelles qui font vivre sa famille depuis des générations. Nous n'aurons plus accès à nos oliviers. Nous allons souffrir et perdre nos revenus qui proviennent de ces terres. Au Parlement israélien, un projet de loi prévoit de placer sous contrôle exclusif d'Israël quelques 6000 sites archéologiques en Cisjordanie. À Tel Aviv, cet archéologue dénonce une stratégie de colonisation de l'État hébreu en violation du droit international. Israël cherche d'abord à détruire complètement le lien palestinien, le lien historique avec cette terre. L'archéologie entre les mains d'Israël est en train d'être entièrement instrumentalisée comme une arme contre les Palestiniens. L'archéologie est ici devenue un outil politique au service de la colonisation. En invoquant une présence juive plus ancienne, Israël renforce ainsi son emprise territoriale en Cisjordanie. Voilà pour ce reportage. Marius Shatner en direct de Jérusalem. Que vous inspire cette situation de Sébastia? Quelle est votre analyse après avoir vu ce reportage? D'abord que ce qui se passe n'est pas tout à fait nouveau. Ça fait depuis 1967, depuis la conquête de la Cisjordanie, que l'archéologie sert d'instrument comme appui à la colonisation et comme appui essentiel dans certains points. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe d'une façon encore plus brutale, plus accentuée, et dans une volonté politique qui ne cache pas son objectif. L'objectif, c'est d'empêcher toute création d'un État palestinien, de couper les Palestiniens de leur passé et de finalement démanteler les accords d'Oslo pour ce qu'il en reste. Il y a une continuité. Je veux dire, il faut dire aussi l'instrumentalisation de l'archéologie n'est pas quelque chose qui est spécifique à Israël.
On a vu ça dans d'autres pays, dans d'autres nations. Mais là, ça se fait de façon sans aucune vergogne. Et on en parlera tout à l'heure, c'est lié aussi à des développements politiques internes et externes depuis le 7 octobre. Ouais. Marius Schattner, en gros, ce que vous nous dites, si on comprend bien, c'est que l'archéologie, c'est clairement une matrice du conflit israélo-palestinien. C'est une des matrices, il y en a d'autres, mais c'est une des matrices. Mais c'est en même temps une science, et en même temps, il y a des découvertes qui sont réelles. Ce qui est très, très paradoxal, c'est que depuis 1967, beaucoup de découvertes ont été faites en Cisjordanie sous occupation militaire israélienne, et qui, au lieu de confirmer le récit biblique, l'infirment. C'est un paradoxe. C'est-à-dire que l'archéologie est une science et a sa propre logique. Mais là, il ne s'agit pas d'archéologie, il s'agit d'addiction. Ouais, ce que vous dites, c'est que parfois il y a des surprises pour celles et ceux qui cherchent. Vous dites que c'est une arme à double tranchant. Pour qu'on comprenne bien, on va parler avec vous de Jérusalem notamment et de la mosquée Al-Aqsa. Vous dites que le récit biblique il cherche à présenter une dichotomie totale entre les Hébreux et les autres peuples de la région, mais vous expliquez que ce n'est pas le cas, qu'il y a une grande porosité en fait quand on regarde l'archéologie. Oui, il y a un paradoxe, c'est presque risible, la situation n'était pas si tragique. C'est qu'un certain nombre d'artefacts très petits mais très importants ont été découverts à Jérusalem, dans la partie orientale de la ville, près du mur des Lamentations. Ce sont des sceaux. Et ce qui est très intéressant dans ces sceaux, en paléo-hébreu, c'est que ces sceaux évoquent beaucoup la présence assyrienne, beaucoup l'influence égyptienne. Ça donne des arguments à la Syrie et à l'Égypte sur Jérusalem, plus qu'à l'État d'Israël, on pourrait dire d'une façon paradoxale. Restez avec nous, Marius Schattner. Slimane Zeguidon, notre éditorialiste. Slimane, que dit au juste au sujet de, non pas la nouvelle politique israélienne, puisque Marius Schattner disait que c'était vieux comme le conflit israélo-palestinien, même s'il y a une nouvelle dimension. Que dit l'UNESCO, l'agence des Nations Unies en charge de l'éducation et de la culture? L'UNESCO, elle rappelle les faits du droit international. C'est-à-dire, si on n'a pas le droit d'occuper des territoires occupés, on n'a pas le droit de fouiller les sous-sols de ces territoires occupés. Donc, les Palestiniens se précipitent sur l'UNESCO pour essayer de protéger certains sites, notamment en les faisant inscrire sur la liste du patrimoine universel. Ils ont déjà inscrit 5 sites qu'on voit sur la carte, et ils en ont 10 autres dans la ville de Sébastia, qu'ils devraient inscrire pour les mettre à l'abri, parce que ce sont des monuments en péril qui risquent au mieux l'annexion. Mais pour illustrer ce que disait Marius Schattner sur l'inanité de vouloir construire un pays ethniquement homogène dans cette région qui ne l'a jamais été, ne serait-ce qu'un quart d'heure. C'est que prenons par exemple la ville de Sébastia. C'était un site cananéen. Ensuite, selon la Bible, les tribus hébraïques ont construit le royaume du Nord et ils en ont fait une capitale. Simplement, c'est qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, un roi juif converti, dont le père a été converti au judaïsme et dont la mère était une arabe, c'est-à-dire Hérode le Grand, c'est lui qui a débaptisé la ville en l'appelant Sébastia en l'honneur de l'empereur romain Auguste. Mieux que cela, les chrétiens en font le lieu de sépulture de Saint Jean-Baptiste, et quand les musulmans sont arrivés, Saint Jean-Baptiste étant un saint pour l'islam, ils ont créé une mosquée en son nom qui s'appelle la mosquée du Nabi Yahya, c'est-à-dire du prophète Jean-Baptiste. Vous voyez, chacun peut y trouver du sien, et en fait, c'est une tapisserie. Tout le Moyen-Orient est une tapisserie, ça montre l'inanité de vouloir construire des sociétés ethniquement homogènes au détriment des autres. Une mosaïque. D'ailleurs, Marius Schattner, juste un mot peut-être, ces peuples-là dont on parle à l'époque, bien sûr, ils ont commercé ensemble. Bien sûr. La Syrie était à l'époque la grande puissance, et beaucoup de travaux ont tendance à montrer que, contrairement au récit biblique, c'est au moment où Juda, l'État de Juda était sous le vassal de la Syrie, qui était sa période de plus grande prospérité. Mais tout ce qu'il y a derrière ça, l'argument de « ça nous appartient », c'est l'argument que je trouve toujours débile, c'est l'antériorité. Nous étions les premiers. Il y a toujours quelqu'un qui était avant vous.
Je veux dire, cet argument est d'ailleurs repris parfois par des propagandistes arabes. Par exemple, je cite un livre qui parle Palestine de 4000 ans d'histoire. Pourquoi 4000 ans? Parce que les Israéliens ont fêté 3000 ans d'histoire juive à Jérusalem. Alors les autres mettent 1000 ans de plus. Tout ça est pas très sérieux. Ce qui est sérieux, en revanche, c'est la tentative d'arracher les Palestiniens à leur passé et à leur délit tout droit sur cette terre. Alors Slimane, en plateau, une anecdote que vous allez nous raconter, si on peut l'appeler ainsi, que Marius Schattner connaît sans doute. On sait que l'autorité palestinienne n'a pas la même emprise sur le territoire et la Cisjordanie, ni les moyens, ni l'indépendance, mais elle met à sa manière en valeur son patrimoine pré-islamique. Racontez-nous. Oui, et comme le disait Marius Schattner, chercher à se prouver qu'il y a une antériorité palestinienne sur la présence hébraïque ou israélite. En 1995, j'ai appris, j'étais à Jérusalem, et j'apprends que... Alors pas en 95 après Jésus-Christ, on l'a bien compris, mais en 1995... Et j'apprends que le bureau de poste de Bethléem allait vendre les premiers timbres palestiniens imprimés en Allemagne. D'accord. Et j'arrive et j'achète ce timbre. C'est le timbre qui montre le dieu Baal. Le dieu Baal est un dieu sémitique, mais c'est un dieu cananéen qui existait à peu près depuis 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc le fait que, historiquement, l'autorité palestinienne choisisse d'imprimer le dieu Baal, qui a été le rival de Yahvé, évidemment, puisqu'à un moment donné, les Hébreux vénéraient le dieu Baal. Et j'ai trouvé que c'est une façon aussi de dire, nous étions là avant vous. Marius Schattner, que disent les archéologues israéliens? Est-ce qu'ils sont divisés? C'est 50-50 ou est-ce qu'il y a une grande majorité qui participe à cette politique ou une autre qui la dénonce? Comment ça se passe? Plus tard, je pourrais dire qu'il y a une évolution intéressante chez les archéologues israéliens. Parce que, je donne un exemple, après 67, juste après la conquête de la Cisjordanie, on avait la plus grande institution de l'organisme représentatif des archéologues israéliens avait demandé au gouvernement qui livre les sites archéologiques en Cisjordanie, qui livre au département israélien des Antiquités. Et le gouvernement, alors qu'il est travailliste, s'était opposé, parce que ça voulait dire transformer l'occupation militaire en une annexion civile. Et maintenant, c'est juste le contraire. C'est le gouvernement qui prend des mesures qui sont en fait des mesures souterraines d'annexion, et ce sont les archéologues qui les ont refusées, en particulier cette nouvelle instance qu'on veut mettre placée sous l'autorité de qui? L'autorité d'un ministre d'extrême droite. Amichai Eliaou, c'est le type qui est responsable du patrimoine. Et quand on parle du patrimoine, c'est le patrimoine juif. C'est le type qui avait dit « Pourquoi pas une bombe nucléaire sur Gaza ?» C'est le type qui a dit encore en 2025 on peut, finalement, il faut raser Gaza et transformer Gaza en territoire habité par les Juifs. Donc, aujourd'hui, la plupart des archéologues sont dans une espèce d'opposition. Ils ne montent pas au front, mais ils sont plutôt critiques et opposés. Surtout qu'il y a un élément qui est très important, c'est que l'archéologie israélienne commence à faire face à un boycottage dans le monde. Et elle paye le prix pour les actions du gouvernement et aussi pour les compromis que beaucoup d'archéologues vont passer. Voilà pour cet éclairage. Allez, un dernier mot, Slimane Zeguidour en plateau. Slimane, la situation sans doute la plus épidermique, la plus sensible, c'est à Jérusalem-Est, autour de l'esplanade des mosquées. Oui, alors là, autour de l'esplanade des mosquées, je crois évidemment, il y a des fouilles. Je crois que même le Shin Bet, il y a quelques années, dans les années 1990 ou 2000, avait dit attention, le service de sécurité intérieure israélien, attention à ne surtout pas creuser. Oui, il y a eu des affrontements absolument sanglants, notamment quand à un moment donné, il y a un tunnel qui avait été créé sous la mosquée. Et donc, ils cherchent sous le temple, ces archéologues idéologiques cherchent si sous les mosquées, il n'y a pas des traces de temples juifs. Ce à quoi les Palestiniens disent, mais sous il y a des traces du temple juif, il y a au-dessous des traces de temples cananéens. Donc, c'est très explosif, mais néanmoins, ces archéologues idéologues sont en train de grignoter, notamment un peu en contrebas dans le quartier de Siloé. Il y a des Palestiniens qui sont chassés de leur maison parce que des colons extrémistes leur disent que sous leur maison
construite en pierre ou en béton, il y aurait des traces de l'ancienne Jérusalem. Mais pour rebondir encore sur l'histoire, comment l'archéologie dément le récit biblique, il y a un très grand archéologue israélien dont on voit la une du livre, on va la voir, qui s'appelle Israël Finkelstein, qui fait la synthèse de toute la recherche archéologique depuis le 19e siècle et qui montre que la Bible, aussi vénérable soit-elle, et dont les récits sont repris par l'Évangile et par le Coran, c'était surtout, c'est une histoire sainte. Et l'histoire sainte, ce n'est pas l'histoire tout court. Donc, jusqu'au 19e siècle, on faisait l'histoire des peuples de l'Orient ancien, seulement à travers la Bible et un peu Hérodote, l'historien grec. Mais aujourd'hui, la Bible n'est plus un livre d'histoire pour les scientifiques, mais elle est une des pièces avec laquelle on peut faire, et qui est nécessaire, l'histoire du Moyen-Orient. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, éditorialiste TV5 Monde. Merci beaucoup à vous, Marius Chatner, journaliste donc franco-israélien. Merci à vous d'avoir été ce soir en direct de Jérusalem avec nous sur TV5 Monde.